Ce soir, nous sommes fiers et heureux de présenter un livre qui a demandé énormément de travail, plus de 60 ans peut-être. Hein, j'avais parlé que de l'édition, mais non, en fait, il y a 60 ans de travail continu, acharné, multiforme, et je pense que Tony et Vanina pourront parler de ça. L'intérêt pour une maison d'édition de faire ce genre de livre, évidemment, c'est de donner à voir ce qui s'est fait de mieux dans notre pays. C'est la partie belle, c'est la partie dynamique, c'est la partie qui a donné envie à énormément de gens de travailler dans la culture. Moi-même, sans doute, sans le savoir. Je voulais dire aussi que, évidemment, c'est un travail qui n'est pas un travail simple à faire, parce que réunir 60 ans de travaux et donner du sens à l'intérieur d'un livre, c'est un travail très particulier. Évidemment, il faut remercier Vanina, il faut remercier Tony pour avoir aussi donné un petit peu de son temps pour que ce livre arrive, naisse. Tous ceux qui ont participé aussi, il y a plusieurs auteurs qui ont donné des petites touches de ci, de là, le travail évidemment d'édition. Ce travail à la fin, on disait ça tout à l'heure, est une sorte d'opérata culturale assez incroyable. C'est une aventure humaine, je suis très content qu'on en arrive, pas qu'on arrive au bout, parce que pour moi c'est évidemment quelque chose qui est censé donner encore de l'envie, encore du sens à ce que nous faisons tous les jours. Et voilà, je voudrais remercier évidemment Tony et Vanina d'avoir fait ce si long chemin pour venir ici. Tony, je voudrais juste dire qu'effectivement il a fait beaucoup de chemin, mais c'est un retour au bercail, c'est un Ajaxien. Donc du coup, je pense que il doit avoir un petit pincement au cœur sans doute de venir présenter son livre 60 ans après avoir débuté. Je ne sais pas, on n'en a jamais parlé, mais sans doute il y a un petit quelque chose de ça. Je vous laisse la parole et vous remercie encore. Et moi, je laisse la parole à Vanina, c'est normal. Bon, je pense qu'on va effectivement pas mal faire tourner le micro ce soir parce que ceux qui aiment les conférences vont être un peu déçus. On va pas faire une conférence. Je pense qu'on va un peu discuter, peut-être expliquer effectivement comment on a réussi à se lancer dans cette aventure et peut-être même avons-nous réussi avec ce livre. En tout cas, c'est vrai que moi j'en suis très fière. Et du coup, pour commencer, peut-être rappeler un peu comment Albiane est venue me chercher, puisque effectivement il y a mon nom sur le livre. On s'amuse beaucoup avec cette problématique. Est-ce que je suis l'autrice de ce livre? Évidemment que c'est quand même essentiellement Tony qui a fait ce livre, puisqu'il y a à peu près 500 illustrations de son travail, que ce que j'ai essayé de remettre en forme, c'est à travers des témoignages que nous avons pu construire ensemble, des grands moments d'entretien, et aussi un accès à pas mal d'archives qu'il m'a laissé consulter. Et donc en fait, moi, mon rôle, ça a été essentiellement un rôle de découverte, de rapport d'étonnement et ensuite d'agencement. Ce qui est sûr, c'est que ça a été vraiment, et je crois que ça c'est quelque chose qui est assez commun à tous ceux qui vont et qui ont eu ce livre entre les mains, c'est que c'est vraiment un objet qui nous permet de découvrir une œuvre et un personnage public qu'on croit connaître, mais en fait c'était hyper partiel. Et alors bon, moi évidemment je suis pas de la génération de Tony, donc j'ai grandi à Bastia et je pense que j'ai toujours entendu le nom de Tony Casalong. Du coup j'avais des perceptions d'une œuvre, peut-être un peu de sculpture, un peu de peinture, mais je connaissais vraiment pas du tout l'intégralité, et sur la dimension aussi, je dirais, citoyenne et politique, je crois que j'étais très loin du compte. Et du coup, juste avant de lui passer la parole, et puis on échangera, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup frappée et beaucoup nourrie aussi dans ce projet,
c'est que j'ai vraiment découvert quelqu'un qui a fait la Corse, là, pendant 60 ans. Évidemment, le riacquisto, perché è stato un momento più forte per la nostra cultura. Un tipo che ha fatto a Corsica durante il riacquisto, ma qu'il a fait en Cunansi, parce qu'il est rentré avant qu'on parle de cette mouvance, de cette mobilisation. Il est rentré dès 64, donc c'est vraiment un des instigateurs de cette grande période de réappropriation. Et puis surtout, le riacquisto est derrière nous, mais Tony Casalonga continue à nourrir, œuvrer, transmettre, proposer. Et du coup, c'est vrai que ça m'a donné la possibilité de partager, cheminer avec quelqu'un qui a, depuis, voilà, maintenant, on dit 60 ans, mais une vision, des idées, des formes à donner à un pays, le nôtre. Et c'est vrai que ça, c'est très, voilà, très constructif pour moi aussi. Donc voilà, ça c'était juste pour vous donner un peu mon point de vue dans cette aventure. J'ai effectivement pu écrire l'essentiel du texte, même si Bernard l'a rappelé, c'est quand même aussi un texte très polyphonique, puisque beaucoup d'autres plumes sont venues y ajouter leur expertise sur la dimension de l'histoire de l'art. Donc voilà, il y a vraiment là aussi une variété. Et puis l'autre nom qu'il faut absolument citer, et après je laisse vraiment Tony prendre la parole, l'autre nom qu'il faut vraiment citer, c'est absolument celui de Valérie Biancarelli, puisque du coup cet ouvrage est quand même aussi un tour de force en matière de composition sur les 585 illustrations qui ont été sélectionnées pour retranscrire un parcours qui est tout sauf linéaire, aussi bien du point de vue des engagements que du point de vue de l'œuvre, puisque du coup, Tony a simultanément travaillé en peinture, en sculpture, en gravure, en scénographie, en musique, etc. Donc voilà un petit peu quel était le grand défi quand en 2018, Albiane a passé un petit coup de fil en disant « Ah, on a ce projet et ça serait bien que tu puisses nous aider ». Et alors à la fois c'était tout de suite très excitant et en même temps il y avait une complexité et je crois qu'aujourd'hui on l'a dénouée. Donc Adia lascia parlare appena a Tony Casalonga, perché comunque di tutto è lui. Alors, c'est dommage que cette table soit si petite parce que j'avais qu'une envie, c'était de passer sous la table. C'est très bizarre mais pas désagréable comme impression, brusquement, de voir que, en quelque sorte, on rejoint le cercle des artistes disparus. Parce que moi, tous les bouquins d'histoire de l'art que je connais, les vies d'artistes, c'est tous des gens qui sont morts. Et je trouve que je ne remplis pas tout à fait toutes les conditions. En tout cas pour l'instant. Et ça, évidemment, ça me met dans une situation très embarrassante, mais, somme toute, les souvenirs pré-posthumes que j'aurai donc de cet ouvrage sont très agréables, même si Vanilla, Bernard et surtout Valérie m'ont demandé beaucoup de travail. Ils ont été très exigeants avec moi. Et ceux qui, en délivrant le train, et je sais à qui je pense, savent de quoi je parle. Alors comment ça s'est passé? Un jour, effectivement, un éditeur, dont je ne dirai pas le nom, parce qu'on n'a pas le droit de faire la promotion d'entreprise, me dit, voilà, et je me rappelle où nous étions. Nous étions à Pise, à la foire du livre, qui est une grande foire au niveau national italien. Nous étions à la foire du livre, une foire magnifique, où bien m'avait demandé de venir parce que il était question de faire une sorte de causerie sur le côté vernaculaire que pouvaient avoir les images. Bon, depuis qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, on sait ce que c'est qu'une langue vernaculaire. C'est pas une langue qui est mangée par les vers, contrairement à ce que certaines
personne pourrait croire. Mais des images vernaculaires, c'est quelque chose qui échappe un peu au domaine habituel de l'histoire de l'art. Et donc, le sujet m'avait vraiment plu, et j'avais donc profité de cette sollicitation pour y réfléchir, puisque je n'y avais jamais réfléchi précédemment. Mais en même temps, je me rappelais d'une chose, c'est que quand mes enfants étaient petits, à un moment donné, sont apparus les premiers livres pour enfants et lingua corsa. Et ça racontait souvent des histoires de village. Sauf que ces histoires de village, elles étaient bien racontées. La lingua era bella, la storia era bella, et tout. Mais les images, c'était en général des images, c'était des traductions de livres publiés sur le continent, où les cochons étaient roses, où les clochers étaient pointus, où les prairies étaient vertes, et les images ne racontaient pas notre pays. Et ça m'a frappé, et ça a été, en quelque sorte, un des objectifs de ma vie, de faire dans le domaine qui est le mien, ce que les gens qui ont travaillé dans la lingua corsa avaient fait, c'est-à-dire non pas inventer une langue, mais lui donner une nouvelle vie. Je n'ai pas inventé un vocabulaire pictural ni un vocabulaire graphique, mais j'ai essayé de lui donner une vie qui sia nostrale, c'est pour se dire. Mais tout ceci dans une sorte d'inconscience heureuse. Hein. Je n'avais pas de problème existentiel. Hein. J'avais quelques problèmes de subsistance matérielle, mais pas de problème existentiel. Et quando, diceva Vanina, sono passati 60 et più anni, du coup je me trouve confronté à un énorme chaos. On me dit, voilà, qu'est-ce que tu as fait? Montre-moi ce que tu as fait, je ramasse ce que je trouve. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire de cet extraordinaire désordre? Et c'est là que chacun participe à l'opérata, comme tu dis, et que d'abord Vanina a réussi de sortir de ce chaos quelque chose qui est un ordre, on pourrait dire une harmonie. Et c'est de ce chaos aussi, de ce chaos d'image à ce moment-là, que Valérie a réussi à créer une organisation. Et cette organisation, je dois dire que moi, en tant que scénographe, puisque c'était une grande partie de mes activités, que peu de gens ici connaissent, puisque effectivement la plupart de mes travaux, en tout cas les plus importants, je les ai faits sur le continent, et pas dans le sens continent France, parce que je ne pense pas que la France soit un continent, dans le sens européen du terme. Donc j'ai beaucoup travaillé en Italie, j'ai eu la chance de travailler en Autriche, j'ai travaillé au Portugal, j'ai travaillé en Allemagne, et ça, bon, il n'y a pas beaucoup de Corses qui ont fait le déplacement. À l'époque, c'était pas une équipe de football qui se déplaçait, effectivement, en avion spécial. Je m'y trouve à Zolo, voilà. Hein. Donc, et en voyant effectivement cette accumulation de choses disparates, en tant que scénographe, je trouve que la manière dont Valérie a organisé les images et a un côté, quelque sorte, dramaturgique, mais dans le sens grec du terme. Parce que vous allez vous en apercevoir si vous regardez le livre, vous avez certainement déjà vu comment se passe une granitola. Ça commence par une ligne droite, une procession, qui petit à petit se courbe, se resserre vers le centre, se transforme en spirale, et à un moment donné, tout le monde est au centre de la spirale,
Et une spirale, en général, elle se ferme et elle se bloque. Et on passe donc du mouvement à l'immobilité, c'est-à-dire de la vie à la mort. Et puis, par un extraordinaire miracle chorégraphique, à un moment donné, un movimento si torce. Il y a cette figure que les confratelli stessi chiamano a volta. Il y a une volte. Et cette volte permet, sans changer de sens, ou plus exactement sans reculer, de changer de sens. Et la spirale qui était fermante devient ouvrante. À ce moment-là, elle s'élargit, et elle reprend le processus d'avancement. Et je ne sais pas comment Valérie a fait, mais elle a réussi à organiser la totalité de cet ouvrage sous la forme des images, et le texte lui-même a suivi cette construction, comme une granite qui se fait, et puis qui se défait, puis qui repart. À Calais, il y a 3 endroits dans lesquels on fait la granite. Et entre chaque endroit, la chose continue. Et au livre est fatto così. Et ça, c'est pour moi aussi un langage de graphisme éditorial vernaculaire. Et ça veut dire que moi-même, je me retrouve dans le monde que je cherchais et que, au fond, je n'étais pas sûr qu'il était un monde possible. Alors, il n'y a pas que Vanilla qui a travaillé sur ce bouquin, même si elle a fait, tu as des causes et des ordres, comme tu le disais, il y a quelqu'un qui a été un formidable professeur d'histoire de l'art, José Tomasi. Donc, juste pour l'anecdote, moi, ça m'a toujours, j'emploierai un mot poli, ça m'a toujours embêté l'histoire de l'art. S'il y a des dates, des dons, il faut savoir qui a fait quoi, à quel moment, si c'est baroque, si c'est classique, ou si c'est espagnol. Vas-y. Donc, j'ai toujours considéré que pour moi c'était un monde qui m'était fermé, ou que je m'étais fermé. Et puis, par les hasards de la vie, je me trouve devoir participer à la création du département art à la fac à Corté, à la fac à Corté, et j'avais une salle, et à côté il y avait la salle de José qui faisait donc l'histoire de l'art. Et moi, ce que je faisais avec les étudiants, c'était essentiellement des choses pratiques, donc silencieuses. Et dans la salle à côté, parce qu'il y avait juste une porte un peu épaisse, j'entendais la voix de Stanford, de José, qui faisait des conférences sur l'histoire de l'art. Au début, ça me gênait, je dis on ne peut pas travailler, le mec qui n'arrive pas de parler. Et puis après, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit. Puis après, j'ai retrouvé la porte, et en fait, j'ai eu, comme professeur d'histoire de l'art, je suis content les passages, José Tomasi. Ce qui fait que quand, avec Ambien, on parle de ce livre, j'ai dit, il faut que je demande quelque chose à José. Une autre personne qui a fait des notices, c'est, je dirais par esprit de famille, une de mes belles-sœurs qui a longtemps dirigé une galerie ici à Ajaccio, Gabriel Witt, qui m'a fait la gentillesse de faire une notice. Quelqu'un que j'ai rencontré par hasard un jour à Toronto, parce qu'il était à l'Institut culturel français de Toronto, où je faisais une exposition. Il m'a fait un texte magnifique. Il s'appelait Michel Ayoun. Et puis, quelqu'un qui à l'époque était un jeune étudiant, je crois, à Marseille, Michel Grigé, lui, qui a fait tout un travail sur les artistes en Corse, uniquement des années 50-60, et qui m'a fait la gentillesse d'écrire beaucoup de choses et qui nous a autorisé à les publier. Bon, voilà, il me semble avoir tout dit sur cette aventure, surtout que maintenant, je sens que si Vanina avait des choses à rajouter, c'était le moment, parce qu'on pourrait encore rajouter quelques pages. Il ne fait que 360 pages. Juste peut-être pour compléter sur cette, effectivement, sur cette figure de la granite, qui nous a beaucoup
beaucoup guidée pour essayer de trouver un peu d'ordre. Effectivement, on a évoqué tout à l'heure le foisonnement auquel il fallait essayer de répondre et de trouver un agencement. Et du coup, en termes éditorial, ça se manifestait aussi par des grands enjeux. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois essayer de donner des éléments un peu chronologiques sur un parcours, une biographie, une vie, parce que c'est quand même un livre qui avait aussi, qui a vocation effectivement à raconter une vie, une œuvre. Donc il y avait bien un enjeu chronologique, il y avait aussi un enjeu thématique, puisque du coup, on l'a évoqué, Tony, il a pu travailler sur différentes pratiques artistiques, mais aussi dans différents domaines d'engagement qu'on va qualifié de politique, parce que du coup c'était vraiment, c'est ça, une vision d'une société et une action pour que cette société prenne les contours qu'il souhaitait. Et puis du coup effectivement certains sujets aussi qui sont particulièrement présents dans son œuvre ou dans son engagement. Donc pour en citer quelques-uns, peut-être la musique qui fait partie quand même des grands sujets qui restent toujours autour et d'une œuvre et d'un engagement. Donc on voit passer derrière nous une série d'illustrations et on a pu voir effectivement des séries de soldats qui se muent en musiciens. Donc la place des instruments, mais aussi du coup l'engagement dans le cadre d'associations comme Ewaji Moon, où il y a eu tout un travail de redécouverte du patrimoine de musique traditionnelle, que ce soit voix ou instrumentale. Évidemment, cette démarche de redécouverte patrimoniale, il l'avait menée d'abord dans le champ des savoir-faire artisanaux, et du coup, je salue aussi la présence de Jean Biancouch. Mais effectivement, moi d'ailleurs, je pense que c'est mon entrée principale au départ dans le travail et l'engagement de Tony, ça a été vraiment cette période de la Corsicade, parce qu'il se trouve que depuis 6-7 ans, en fait, à l'Université de Corse, j'ai cherché à refaire un peu le lien entre Toketiamere, Moaman et Manecherbe, loin, vraiment rappeler l'intelligence de la main, la façon d'exprimer une vision aussi d'une société de façon sensible, avec effectivement une œuvre manuelle. Et donc du coup, c'est vrai que tout le travail de la Corsicade m'a beaucoup accompagnée là ces dernières années, à la fois sur la façon dont ils ont mené cette aventure avec une forme coopérative. Je sais qu'il y a aussi dans la salle Christian Guadagni qui m'a aussi accompagnée sur la prise de conscience de ce que c'est qu'une économie sociale et solidaire, donc c'est-à-dire une économie non capitaliste. Et ça a été très important aussi pour moi, ça fait partie des choses qui me nourrissent depuis 10-12 ans que je suis rentrée en Corse. Donc des grands sujets qu'il fallait traiter de façon peut-être un peu spécifique. Quand je me suis tournée pour regarder aussi les images qui défilaient, j'ai aperçu en effet plusieurs reproductions qui font la part belle à la figure de la main, on l'évoquait encore tout à l'heure. Donc on évoquait la granite parce qu'en effet, il fallait du chronologique, il fallait du thématique. Il y a plusieurs auteurs dont il fallait trouver effectivement les bons camérispondes. Et puis il y a des textes de Tony Casalonga lui-même, notamment certains qui sont savoureux puisqu'on a quelques politiques dans la salle, quelques témoignages de la façon dont Tony a croisé certains politiques de premier plan à l'échelle nationale, des présidents, évidemment des ministres, des préfets. Et il y a toujours le petit côté micro-histoire assez savoureux. Et c'est le même regard en fait dans ces textes que celui qui a pu parfois croquer. On redécouvre, bien sûr, on découvre aussi le Tony Casalonga étudiant à Paris et à Rome. Et à Paris, il croque, on le voit dans le livre, certains passagers du métro. Et c'est vraiment des caricatures très sensibles, très touchantes. Mais voilà, un trait qui fuse. Et on retrouve ça aussi dans ces textes sur la politique, avec toujours un peu d'ironie. Et voilà, donc il y avait aussi ces textes-là qui sont présents et qu'il signe lui-même. Et donc voilà, donc sur la mise en chapitre qui a été très difficile, on a opté quand même sur une architecture essentiellement chronologique avec la période de formation, la période ensuite d'artistes intellectuels. On évoquait la partie Corsicade, on a quand même, j'y étais pas, mais la Corse a pu à l'époque aussi faire venir des grands penseurs de premier plan à l'échelle internationale, d'une pensée critique comme Ivan Illich. Donc voilà, cette période très forte. Ensuite, la période plus institutionnelle, où il a pu prendre effectivement des responsabilités en tant que président du Conseil économique et culturel, qui ensuite s'est élargi à la dimension, alors c'est pas économique, c'est d'abord
culturel et cadre de vie uniquement, puis économique, enfin, en tout cas des responsabilités politiques, donc c'est cette dimension-là, et pour finir sur un 4e chapitre où en fait c'est presque une figure d'entrepreneur culturel, et ça c'est quelque chose aussi, moi, qui m'importe beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelqu'un qui a pu vraiment faire ce lien entre économie et culture, c'était déjà le cas évidemment avec la Corsicade, mais du coup avec l'œuvre qui a été d'une certaine façon érigée à Pigne, on a une sorte de proposition d'un modèle de société, un modèle économique alternatif pour la Corse, qui place au premier plan la question de la création et la question de la production. Et ça, je crois que ce sont d'énormes leçons, en tout cas c'est vrai que moi, elles m'ont marquée. Aujourd'hui, parce qu'on est dans des actualités communes, là j'ai la chance peut-être de participer à cette aventure d'une candidature pour que Bastia et la Corse bénéficient d'un label de capitale culturelle européenne. Et bien c'est évidemment avec cette ambition-là que vous avez portée pendant des années et qu'en plus vous avez réussi à incarner. Et c'est juste ça que je voudrais peut-être rajouter, c'est qu'évidemment ce livre, ça nous a permis de beaucoup nous voir, voilà, j'ai beaucoup entendu, lu, écouté, mais ça nous a aussi permis de continuer à travailler ensemble. Donc on continue à travailler ensemble et j'espère que voilà, ce qui a été des lignes forces du Réacquist, ou que Tony a incarné avec d'autres, on va être capable aujourd'hui de les réactualiser, avec évidemment des adaptations tout à fait contemporaines, mais di di non una cultura, di non una tradizione, e sto libro mi ha fatto in un viaggio perché penso di veramente stato un atto di ramandera tra generazioni, insomma, che se noi saremo capaci di fare ciò che va detto, ma in tutti i casi penso di un nostro dovere di provare e che ci lasciate veramente quasi tutto per poter provare a un pane corté, là, come diceva un certo Edmond Simeone, ma arrivo, voilà, quasi tutto, e speriamo di poter comprare là. Et donc c'est sûr, moi, c'est aussi un peu d'émotion parce que j'ai l'impression d'avoir été aussi un peu façonnée par ce livre, en même temps que je l'ai soi-disant fait, je crois qu'il m'a beaucoup fait ou un peu transformée aussi, et c'est ce qu'on peut espérer dans des aventures éditoriales, humaines. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit après ça? Peut-être que si quelqu'un a des questions à poser à Vanina, surtout, elle répondra parfaitement. À moi, je vais essayer. Et vous, madame? J'étais dans l'enseignement et les enfants, c'est vrai que c'est l'avenir et c'est notre vraiment préoccupation. Et donc, de pouvoir avoir un manuel comme ça, mais peut-être destiné un peu plus aux enfants. Je ne sais pas sous quelle forme on pourrait avoir comme ça un livre d'art qui pourrait être mis entre les mains des enfants, comme ça, un peu. Bon, pas ça parce que c'est énorme, mais voyez, faire un livre. Avant de donner la parole à l'éditeur, parce que je pense que la question lui revient, on peut quand même dire que justement parmi les différentes explorations que Tony a pu mener, et qui sont peut-être pas toutes retranscrites dans le livre, parce qu'il y a des choses qui ont été faites après. Il a récemment signé aussi les illustrations pour un manga en langue corse. Il a été aussi l'auteur de plusieurs bandes dessinées autour de l'histoire de Corse. Et donc je crois que cette préoccupation, on n'a pas évidemment tout évoqué, mais c'est parfois présent dans le livre, cet effort effectivement d'utiliser aussi l'image comme un vecteur de transmission pour différents publics, notamment enfants, jeunes et grand public. Et là c'est vrai que je pourrais aussi reparler d'un projet qui nous a beaucoup rapprochés, mais en fait c'est vrai que c'est peut-être même là que ça a commencé. Je crois que c'était en 2015, on a travaillé sur un projet qui s'appelait Guarda Frade. C'est un projet porté par un petit collectif. Et l'enjeu, c'était de redécouvrir l'histoire du Réacquist ou des mobilisations populaires à travers les affiches. Et donc, du coup, ce qui est aussi un mode de discours avec un mode de lecture, évidemment, facilité. Très peu de texte et effectivement des images qui sont pensées, faites pour être très marquantes, très efficaces, très économes. Et parmi les grands affichistes qu'on a pu côtoyer, auprès desquels on a pu récupérer des témoignages, Joseph Orsolini,
Tony Casalong, quelques autres, mais c'est vrai que ça a beaucoup démarré là. Je crois que le premier grand entretien que j'ai pu avoir avec Tony à Pigne, c'est à ce moment-là. Et donc, effectivement, je pense que cette préoccupation de la transmission, elle est présente dans cette œuvre. Après, je te laisse compléter. Et puis, Bernard pourra peut-être évoquer aussi la dimension d'une édition jeunesse. Ce qui complète un peu ce que moi j'allais demander, c'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde la population qu'il y a dans la salle, là, à l'heure actuelle, on voit qu'il y a assez peu de jeunes. Alors que vous avez, je suis un de vos grands admirateurs, vous avez, avec d'autres certes, mais été l'un des instigateurs d'une forme de culture que plein de jeunes se sont appropriés, qui malheureusement, comme moi, maintenant ont des cheveux gris. Comment est-ce que, selon vous, on pourrait refaire une passerelle qui mettrait en avant tout ce que vous avez pu réaliser, qui est quelque part, en fait, le ferment de ce qui se fait en ce moment. Parce que s'il y a la création en Corse maintenant, c'est aussi parce que des gens comme vous, je vous l'ai dit tout à l'heure en aparté avant que nous rentrions dans la salle, parce que des gens comme vous ont réussi à créer un élan et un allant chez plein de gens, quoi. Est-ce que, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour permettre à ça de vivre au-delà des gens qui sont là et qui ont tous un peu grisonnants quand même, quoi. Pas tous quand même. Pas tous, mais beaucoup. Pas tous, non, c'est vrai, pas tous. Mais beaucoup, quoi. La majorité, dirais-je. Non, je comprends parfaitement votre interrogation, mais en même temps, là, effectivement, cet ouvrage-là, il a une fonction bien précise. Il raconte une histoire qui a un commencement et qui s'approche de la fin. Pour parler, disons, de manière simple, hein, il n'y a aucun... Il n'y a pas lieu de s'en plaindre, je veux dire au contraire. Moi, je suis ravi de voir que le temps passe, mais en même temps, je me souviens que quand les choses sont au début, elles sont invisibles, parce que les signaux qu'elles envoient sont faibles. Et là, je suis sûr qu'il y a aujourd'hui, en Corse, plein de choses qui sont en train de se passer, mais que nous ne voyons pas. Et ces signaux faibles, on commencera à les voir que quand ils deviendront plus forts. Et Manil a parlé de l'expérience de la Corsica, effectivement, qui pour moi a été extrêmement formatrice, dans le sens que c'est pas moi qui ai formé la Corsica, c'est la Corsica qui m'a formé, complètement différent. Ce qui est en train de se passer actuellement, vraisemblablement, ressemble à ce que pouvait être la fondation de la Corsica dans 1964. Personne ne s'en est aperçu. En 1965, personne ne s'en était aperçu un an après. Et je crois qu'il a fallu au moins 2 ou 3 ans pour que apparaisse ce premier entrefilet dans la presse. Et donc je me demande si quelqu'un l'avait lu, à part les personnes concernées. Donc moi je suis absolument pas tombé. Je ne crois pas que la spirale de la granite là, qui se fermait et qui atteignait un point le point de confusion, le point d'immobilité, le point de mort, en fait, je ne crois pas qu'elle va s'arrêter là, qu'elle va s'effondrer en quelque sorte sur elle-même, pour garder la même image. Je pense que, quelque part, la volta s'est fatta, et tra les bassi, et pour ça de se développer. Et là, brusquement, on s'apercevra qu'à tel endroit, il y avait ceci qui était en train de naître, et on ne le savait pas. Moi, je suis persuadé qu'en plus, l'enjeu pour la jeunesse d'aujourd'hui est bien plus important et bien plus difficile à mettre en œuvre que celui de ma génération, je dirais de notre génération, en regardant quelques figures dans cette salle. Mais pourquoi? Parce que l'espace de liberté était plus grand. Et en quelque sorte, sans rentrer dans un discours trop engagé politiquement,
les forces de l'argent, si j'ose dire, étaient plus faibles. Aujourd'hui, vous avez une puissance qui était proprement inimaginable. Le monde n'est fait que de finances. Le vrai pouvoir, il est là. Et alors là, justement, on est désarmé. Vous voyez les images de la main dont tu parlais. Mais que peut faire la main en face de la finance? Rien. Semble-t-il. A contrario, les réseaux sociaux permettent justement aussi peut-être une expression qui était moins simple à l'époque. Donc effectivement, vous avez raison. Les choses sont plus difficiles, mais en même temps, il y a des outils aujourd'hui qu'on n'avait pas. Voilà. Et ces outils-là sont d'une autre nature, mais je crois que de toute façon, à un moment donné, se pose et se repose l'éternel choix entre être producteur ou consommateur. Et c'est là que cette puissance qui semble nous écraser, on n'a qu'une chose à faire, c'est essayer de faire en sorte de remplir notre porte-monnaie pour pouvoir dépenser l'argent dans des productions qui ne sont pas les nôtres. L'aventure de la Corsica, c'était une aventure de producteur. Petit à petit, la Corse est devenue une société de consommateurs. Et quand je dis ça, je ne m'exclus pas. Je ne nous exclus pas. Et là, on est au cœur de la dépression centrale, parce que j'ai plusieurs fois utilisé l'image de la granite. C'est l'image du cyclone. C'est exactement la même image. Et si vous regardez le cœur d'un cyclone qui se ferme et le cœur d'une granite qui s'ouvre, la grande différence, c'est que le cœur du cyclone finit, je peux dire, par une dépression. Puisque le cœur de la granite, si vous regardez bien le dessin, la spirale qui se ferme et qui se réouvre, si vous isolez le centre, vous avez une image que vous connaissez tous et que l'Asie a beaucoup développé, c'est l'huile de yang. Ouais. Le cœur de la granite, c'est le cycle de l'huile de yang. C'est au moment où il y a de quoi désespérer que, en vérité, les forces de l'espoir sont déjà en marche. Sans micro. Sur le micro, il faut lancer la voix. Juste quelques remarques. Vous saluez chaleureusement, vous dire à quel point, pour ma part, qui suis d'une génération, on dira plus proche de Banine que de la vôtre, à quel point les quelques images, je dis bien les quelques images qui défilent derrière vous sont impressionnantes parce qu'elles montrent toute l'immensité de la création de la planète. Vous dire que ce soir, à travers le livre que j'ai pu consulter, ce soir en vous écoutant, à l'heure où la Corse connaît parfois des images sombres, vous le dites, là on entend beaucoup, dans votre discours, ça tourne beaucoup autour d'espoir, désespoir. Eh bien, vous nous donnez une belle leçon d'espoir à travers votre œuvre, à travers vos mots. Donc, moi, je voulais vous remercier pour ça, vous dire à quel point je partage ce que vous dites sur la création, mais pour moi, demain, tout l'aspect créatif, qu'il soit d'un point de vue architectural, patrimonial, linguistique, littéraire, c'est l'avenir du peuple corse. Je veux dire, bien sûr, c'est le Rio Diedouman de Cantaboulours à l'époque. Bien sûr qu'on doit regarder derrière nous ce qu'il y avait, mais derrière nous pour se projeter. Si c'est regarder derrière et uniquement derrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je crois que cette rétrospective, vous la mettez en perspective grâce à Banine et aux éditions Albiane. Moi, vraiment, je voulais vous dire bravo, vous n'avez pas besoin de mes félicitations, mais ça fait vraiment plaisir de vous entendre ce soir, parce que des fois, Banine a dit qu'il y avait quelques politiques dans la salle à côté de moi, j'en fais modestement partie, et on est souvent traversé par le doute, savoir si on fait bien, savoir si on est sur le bon chemin, et bon, quand on voit ce que vous faites, ce que vous avez réussi à faire, ça donne de l'espoir. On a parlé, c'est pas étonnant non plus, des enfants, parce que c'est ce qui revient de suite, et donc voilà, on a envie de se projeter avec vous, et peut-être pour faire la jonction avec Banine, j'en profite pour la féliciter pour ses nouvelles fonctions, et c'est pas étonnant, et on sait qu'elle fera un excellent travail. Banine, tu as cité le livre Guarda Bravi,
qui était un livre aussi beaucoup d'images, d'iconographie, avec cette injonction de Guarda Frate, on peut supposer que tu t'adressais aussi au peuple corse. Là, tu nous donnes aussi quelque chose d'autre à regarder. Alors, il n'y a pas l'injonction Guarda Frate, mais on pourrait supposer que c'est la suite logique. Qu'est-ce que tu cherches exactement à nous dire avec ces Guarda Frate, le premier volume, j'ai presque envie de dire un second volume, et peut-être demain un troisième volume, mais qu'est-ce que tu nous proposeras de regarder demain pour les années à venir? Évidemment, il n'y avait pas de machiavélisme quand on a fait Guarda Frate, où l'objectif n'était pas derrière de fatiguer Albiane avec des ouvrages qui avaient duré 6 ans, 5 ans de gestation. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une intention que je peux avoir un peu personnelle. Enfin, je pense que du coup, s'est éveillée au moment de Guarda Frate, et dont ce livre-là est quand même en effet une suite ou un prolongement. C'est que certainement, on parle évidemment beaucoup du Reacquist, où on s'en sent tous héritiers d'une certaine façon, etc. Mais en fait, je trouve que l'histoire, entre guillemets, officielle, mainstream du Reacquist, finalement, a pas transmis tant de choses que ça, ou en tout cas, a peu transmis la singularité d'artistes, parfois même d'artistes très avant-gardistes, où il y a eu vraiment des expérimentations incroyables. Et je trouve qu'effectivement, le domaine des arts visuels, finalement, est peu connu par les Corses, même ceux qui, effectivement, se sentent très proches de cet héritage du Reacquist. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être une petite sensibilité un peu personnelle qui me paraît importante. Rendre ou redonner ou mieux partager effectivement aussi notre patrimoine artistique contemporain. Et il se trouve qu'en fait, le Reacquist a été aussi riche de ça et des choses qui sont méconnues. Enfin, effectivement, l'œuvre de Tony Casalonga, je pense que fait partie certainement de celles qui sont les plus connues, mais pour autant, il doit y avoir quelques images un peu iconiques et puis plein d'autres choses totalement perdues de vue. On a évoqué d'autres noms, mais c'est vrai que l'œuvre de Joseph Orsolini, pour moi aussi, est importante. On pourrait en citer d'autres, Dominique Déliès-Post. Je crois qu'il y a vraiment aussi un travail de redécouverte, pas seulement parce que ça fait patrimoine, que ça fait effectivement vivier, iconographique, etc., mais parce qu'en plus, il y a des expérimentations extrêmement audacieuses. Et j'aimerais effectivement qu'on retrouve aussi cette veine très expérimentale, très avant-gardiste qui a nourri aussi le Reacquist, qui n'a pas été en fait que ce qu'on en voit aujourd'hui, qui forcément s'est institutionnalisé. C'est une trajectoire relativement normale, mais il y a des choses vraiment très très étonnantes qui sont très méconnues. Ça, c'est vrai que c'est une intention que je peux avoir. Donc il reste des livres à faire, des documentaires, pour répondre aussi à la question. Parmi les choses auxquelles on réfléchit, aux autres effectivement formats, évidemment il y a des pistes, projets, d'expositions, puisque je pense que pour rencontrer une œuvre, rien de mieux quand même que de la voir de très près. Donc des expositions sont certainement de bons outils, des documentaires aussi, il y a tout un tas de choses. Les conférences en font partie. Après, ce sont des moments de proximité, d'échange. Quand on fait des moments comme cela, on n'a pas forcément l'intention d'avoir 10 000 personnes, mais c'est aussi des moments où on discute et puis il peut y en avoir plein. Voilà. Juste un mot pour saluer l'éditeur qui a fait un pari de faire une monographie sur un artiste qu'on croit connaître. On sait régulièrement par la presse, par l'audiovisuel, ce qu'il fait. Il a fait une exposition, il travaille sur tel ou tel sujet, mais on croit connaître Tony Casalonga, mais on ne le connaît pas. On ne le connaissait pas. Maintenant, grâce à ce beau travail, et bien sûr Vanine en est en grande partie l'auteur, les contributions que vous avez citées permettent également d'avoir un autre regard, mais moi ce que je considère qui est le plus important, c'est cette mise en perspective et ce parcours chronologique qui permet de montrer comment la société corse a évolué. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler de ci, de là, mais toujours par petites touches. Mais là, je crois que c'est un ouvrage qui permet d'élargir l'horizon et la vision et qui permet de revenir à des choses tout à fait intéressantes. Et effectivement, on parle souvent de l'art,
de la peinture, de la sculpture, des artistes, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Pendant longtemps, effectivement, quand Tony était jeune étudiant, des expositions, des artistes en Corse, il y en avait très peu, très peu. Après, dans les années 1950, il y en avait très peu. Et ensuite, le mouvement est allé en montant dans sa diversité de création artistique, de recherche plastique, dans la variété des genres. Mais Tony, je pense, a toujours gardé une ligne d'approche, une ligne de vision qui est très intéressante. Et c'est ce que fait découvrir ce livre. Et c'est ce que je voulais dire. Bravo. Et bravo surtout à Tony d'avoir bien joué le jeu, parce que c'est pas évident d'aller voir un artiste et de l'interroger ou de vouloir lui faire dire des choses qu'il n'a pas besoin de dire ou envie de dire. Donc je crois qu'il y a là un très beau travail très sensible que le lecteur appréciera. En tous les cas, bravo encore à tous. Je te remercie d'autant plus que tu sais de quoi tu parles. Parce que pour moi, tu as lancé quelque chose qui est un mouvement. Effectivement, tu viens de dire que comment j'étais adolescent à Ajaccio, puis ensuite étudiant à Paris, a fortiori à Rome, de l'art en Corse, c'est pas que je ne savais rien. Je savais, chez mes parents, il y avait des tableaux de Cordelier accrochés, j'allais de temps en temps chez Massou, mais il n'y avait rien de ça dans les livres. Et comme, en fait, ce qui n'est pas dans les livres n'existe pas, donc en vérité, ça n'existait pas. Et le premier ouvrage que j'ai vu consacré à des artistes, c'est toi qui l'as fait. Donc j'ai jamais eu l'occasion de te remercier. C'était il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans, mais 30 ans les deux, ça marque quand même. Je peux. Et puis, du coup, ça me fait penser à une chose dont je n'ai pas parlé avec Vanina, dont je n'ai pas parlé avec toi, et qui est quand même très importante. C'est, en général, dans une vie d'artiste, ou même dans une vie professionnelle, quelle qu'elle soit, la réussite, c'est quoi? La réussite, c'est Paris. La réussite, c'est quoi? La réussite, c'est le marché. C'est que ça marche. C'est que ça gagne. Et en revenant sur ce qu'a été ma vie, je me dis que je crois avoir fait le bon choix. Parce que je reviens à la vie d'artiste. Essayer d'exister en tant que jeune artiste dans une ville comme Paris, c'est très difficile, parce qu'il y a une concurrence extraordinaire. Moi, je sais, par exemple, on était au moins 3 ou 4 000 au Beaux-Arts, en même temps que j'y étais. Et il fallait que j'en tue 39 999 pour exister. Ce que m'a apporté la Corse. Parce que moi, à Paris, j'étais invisible. À Rome, j'étais invisible. En Corse, j'étais visible. Et c'est parce qu'on m'a vu en Corse que j'ai pu travailler à l'extérieur. Et en ce sens, en jetant un regard sur ma vie professionnelle, je m'aperçois que si j'ai pu beaucoup travailler à l'extérieur, c'est parce que j'étais le Corse. Et je réfléchis à ça, c'est la première fois que j'y pense, qu'au fond, la Corse m'a permis d'exister autre part qu'en Corse, parce qu'en Corse, c'était plus facile de se faire reconnaître. Pourquoi? Parce que dans une minorité, une petite lumière se voit mieux quand l'ombre n'est pas trop, quand la nuit n'est pas trop épaisse. Dans l'immensité de la nuit d'une mégapole, on n'existe pas. Et je me dis qu'au fond, tous les Corses, quels que soient, tous les Corses d'aujourd'hui, quel que soit leur champ d'activité, n'ont pas besoin de partir à l'extérieur
pour devenir, pour faire une carrière, comment dire entre guillemets, autre part que dans leur île, c'est-à-dire dans le monde qui nous entoure. Moi, le seul voyage que j'ai fait, c'est sur des voyages professionnels. Je ne suis jamais en tourisme nulle part, mais je connais pratiquement toute l'Europe et un petit peu de l'Amérique du Nord. Parce qu'on m'y a invité. Et pourquoi on m'y a invité? Pas parce que ce que je fais, c'est mieux que ce que font les autres. Il y a tellement dans ce domaine-là de concurrence. Parce que j'étais identifié comme Corse. Avec quelques avantages, et je me rappelle par exemple, à un moment donné, j'étais en Autriche, j'ai travaillé sur un décor. C'était un peu compliqué parce que c'était uniquement avec des lumières naturelles, c'est-à-dire avec des chandelles. C'était la reconstitution d'un drame liturgique. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Ce n'était pas la faute de Poutine, c'était parce qu'il y avait des chandelles. Donc on éclairait les pécales de la chandelle. Alors on avait fait tout un travail là-dessus. Et les régisseurs sur le plateau, c'était des gens de l'Opéra de Vienne. C'était des durs à cuire, vous en avez vu des choses. Et à un moment donné, donc, moi je parlais italien avec eux, parce que dans ce monde-là, on parlait encore beaucoup italien. Et je voyais que c'était un peu difficile de se faire entendre, quoi. Ils disaient non, pericoloso, pericoloso. Puis à un moment, je suis obligé de dire guarda che io non sono italiano, sono corso. Ah, sei corso. Ah. Là, c'est arrangé. Là, c'est arrangé. Je vous assure. Et c'est pas que là. C'est un peu partout où je suis allé, dans ce domaine-là, qui est un domaine quand même, où les gens qui sont sur un plateau, que le public ne voit jamais, sont tous des durs à cuire, hein. Et quand vous essayez d'obtenir qu'on bouge un projecteur, qu'on transporte un décor, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, soit vous arrivez avec une notoriété professionnelle, je suis une gloire internationale. Moi, quand je n'ai pas la gloire internationale, je disais je suis corse. Et ça marchait. Donc, un bon entendeur, salut pour les jeunes qui ne sont pas là depuis longtemps. À quelle heure vous fermez? On peut fermer aussi tard que tu le souhaites. Moi, je voulais juste remercier Tony parce que ce qu'il vous a pas dit à tous, c'est que moi, j'ai été son étudiante pendant 3 ans et ben, je fais ce métier grâce à lui en partie. Et il n'a pas dit qu'en fait, il a mis le pied à l'étrier à beaucoup de monde et que toute ma génération, en fait, grâce à lui, on a pu avoir justement le travail qu'on souhaitait dans la culture. Parce qu'on t'a suivi partout au théâtre de Bastia, en Italie, à faire des stages de théâtre avec des langues qui venaient d'un peu partout et tout. Et que, voilà, grâce à toi, on n'a pas perdu espoir, comme tu disais, et que cet ouvrage, ben, si vous parlez d'espoir, ben, c'est bien ça, parce qu'en fait, il nous l'a même transmis il y a 20 ans. Et que je crois que c'est important aussi, que de nos jours, voilà, que tu sois encore là pour nous transmettre ce livre et que vous ayez fait tout ce travail, c'est important. Voilà, l'espoir, il est toujours là et on y croit. Voilà. Donc, merci. Non, je voulais revenir sur la toute première question, qui est une question posée en réalité à l'éditeur. Je me disais, bon, c'est vrai, faire un livre pour les enfants, etc. En fait, je pense que la question n'était pas exactement posée par rapport au bouquin de Tony. Je me suis dit, comment ce livre, je l'expliquerai à mon enfant. D'accord ? Et en réalité, c'est une façon de voir le livre, et peut-être là, comme ça, après, vous pouvez, à partir de ces idées, construire des livres différents. Le livre de Tony, si j'avais un enfant de 3-4 ans, ben, je lui montrerais l'harmonie des couleurs, je lui montrerais sa façon qu'il a d'exprimer des choses par la forme et la couleur, évidemment. Si on prenait quelque chose d'un petit peu plus haut, ben, je lui raconterais un âge un petit peu plus grand, 6-7 ans on va dire, ben, je lui montrerais la mythologie, je lui montrerais cette approche-là des sujets qui sont des sujets universels et que les enfants pour lesquels ils sont assez sensibles. Et puis tout doucement, on en arrivera à ce dont on parle là tous, c'est-à-dire quelque chose de comment on fait sa vie.
comment on doit aller jusqu'au bout de ce que l'on fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce que l'on fait? Pourquoi on le fait? C'est la question de l'engagement, on en a parlé au tout début. Et la question de l'autre est très importante dans l'engagement. C'est-à-dire, effectivement, il faut penser aux autres. Effectivement, c'est des situations dans lesquelles on se met, parce que quand on veut être artiste, on se positionne d'une certaine manière à l'intérieur de la société. Quand on fait des livres aussi, on se positionne. Et on le fait avec ce souci de l'autre. Si vous n'avez pas le souci de l'autre, il ne faut pas faire ça. C'est comme la politique d'ailleurs. Si vous n'avez pas le souci de l'autre, il ne faut surtout pas le faire. Donc, à mon avis, le livre en question offre, et c'est ça qui, à mon avis, en réfléchissant tout en écoutant tout le monde, offre une diversité de lectures de tous âges, pour tous les âges, pour tout le monde, et donc pour nous tous, c'est-à-dire ceux qui sont passés, nous et ceux qui vont venir. En réalité, nous avons là, effectivement, quand on réfléchit, nous avons quelque chose qui est une œuvre qui va bien au-delà de Tony. On a essayé de le dire, mais c'est vrai que c'est en ça que nous, on est très touchés. On est très touchés parce qu'on a l'impression que ça fait partie de nous, et c'est très curieux comme sentiment. Moi, évidemment, j'ai ma lecture personnelle. Tout le monde aura sa façon d'apprécier, etc., par rapport à ce qu'il a pu ressentir, ce qu'il a eu dans sa jeunesse, justement, sous les yeux. Et voilà, je sais pourquoi j'aime beaucoup Tony, et pourquoi j'aime beaucoup ces formes-là. Je sais à peu près. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est dans l'acte de transmission de ce livre-là. À un moment donné, il faut pouvoir offrir des lectures et dire comment lire ce livre. Voilà, je voulais juste dire ça, et pour moi, c'était important.